Madame, Monsieur, bonsoir. Au menu du Journal des Alpes ce soir, les confidences des gardiens de prison après la violente mutinerie qui a embrasé plus d'une quarantaine de cellules de la prison d'Étaux en Savoie hier. Les matons sont à bout et réclament d'urgence des emplois supplémentaires pour que de tels événements ne se reproduisent plus. Le bilan de la votation citoyenne de Grenoble, 66% des Grenoblois ont voté contre la hausse du prix du stationnement dans la ville. Un résultat caduc en raison d'un nombre de votants très en dessous du quorum fixé. Mathieu Chamussy, conseiller municipal Les Républicains, nous fera part de son sentiment sur cette première votation. Et puis nous ouvrirons le premier volet de notre série consacrée cette semaine au métier de l'art, avec la visite ce soir d'une galerie à Saint-Antoine-l'Abbaye en Isère, galerie qui abrite des métiers en voie de disparition. Deux grands titres à la une de l'édition nationale, présentés tout à l'heure à 19h30 par Carole Gessler. La bataille de Mossoul est lancée. Elle sera longue mais décisive pour vaincre le groupe État islamique en Irak. 1,5 million de civils pourraient être pris au piège entre deux feux. L'ONU redoute une crise humanitaire et un déplacement massif de population. Et puis le retour de François Hollande sur le site des Hauts-Fourneaux à Florange. Une visite soigneusement préparée pour éviter la confrontation avec les syndicats contestataires. Le chef de l'État est venu défendre ses engagements. Ont-ils été tenus? Nous ferons le bilan. Dans les Alpes, au lendemain de la mutinerie qui a éclaté au centre de détention d'Étaux en Savoie, les dégâts sont considérables. Plus d'une quarantaine de cellules ont été endommagées par les incendies déclenchés par les détenus. Des nouveaux incidents violents qui ont provoqué l'exaspération des gardiens de prison. Le reportage de Bernard Portugal et Frédéric Pasquette. Une façade noircie par le feu, la seule trace visible de la mutinerie. Mais à l'intérieur du centre de détention, les dégâts matériels sont très importants. 46 cellules ont été partiellement ou totalement détruites. Ce matin, les gardiens présents ne cachaient pas leur exaspération après des événements qu'ils redoutaient depuis plusieurs semaines et pour lesquels ils avaient alerté leur direction par un communiqué daté du 16 septembre. On sentait qu'au niveau de la tension, il y avait quelque chose de pas normal. Dernièrement, ils nous avaient affecté des détenus donc fichés S, et pour lesquels on les soupçonnait de faire du prosélytisme. L'un des détenus a été donc, suite à nos revendications, placé à l'isolement. Le deuxième est resté, et comme par hasard, il se retrouve dans les mutins sur le centre de détention. Voilà, donc c'était clairement prévu. Le centre de détention compte actuellement 200 détenus et 5 gardiens se trouvaient à l'intérieur du bâtiment au moment des faits. L'un d'entre eux, qui s'était réfugié dans un bureau, a dû être secouru par ses collègues munis de boucliers. Des gardiens qui se disent eux-mêmes épuisés, qui dénoncent la dégradation de leurs conditions de travail et réclament d'urgence des créations de postes. Comme pour la police, comme pour la gendarmerie, des renforts, voilà. Quels qu'ils soient. Alors on nous en promet, mais le problème c'est qu'aujourd'hui on n'arrive pas à faire tenir les jeunes qui viennent en renfort. Dernièrement on a touché 8 personnels, sur les 8 il y en a 3 qui ont démissionné. Voilà. Donc ils préfèrent aller toucher le SMIC dans le privé que de toucher 1 700 € dans l'administration pénitentiaire, il y a un problème. Depuis hier soir, 8 détenus ont été transférés dans un autre centre de détention et une enquête a été ouverte pour destruction par incendie. De son côté, le ministre de la Justice, Jean-Jacques Urvoas, a réaffirmé dans un communiqué son total engagement pour le renforcement de la sécurité dans les établissements pénitentiaires. La journée d'action nationale des parlementaires communistes et Front de gauche contre les sociétés privées concessionnaires des autoroutes. À Grenoble ce matin, les élus communistes de l'Isère ont déposé une proposition de loi pour renationaliser les concessions d'autoroutes. Et ils sont également allés à la rencontre des usagers, dans un endroit plutôt inattendu. Xavier Schmitt et Dominique Bourget. Il est 7h30. La sénatrice communiste de l'Isère et quelques militants commencent à distribuer des tracts à la gare. Un endroit pas vraiment en rapport avec leur cible, les sociétés d'autoroutes. Heureusement, les usagers du train sont parfois aussi des automobilistes. C'est trop cher. On se fait racketter, c'est sûr qu'on se fait racketter à chaque fois. Moi, je ne prends pas souvent l'autoroute, mais je la prends de temps en temps. Et quand je la prends, c'est cher. C'est trop cher. Ça augmente chaque année ça augmente. La situation a été dénoncée par l'autorité de la concurrence. Depuis leur privatisation en 2005, les concessions des autoroutes sont très rentables. Les tarifs ont augmenté de 20% en 10 ans, alors que les sociétés privées versent 1,5 milliard d'euros par an à leurs actionnaires. Ce qui est le plus important, je pense, c'est la transparence du coût. C'est-à-dire de savoir où va l'argent et à quoi il est affecté. Je pense que c'est absolument essentiel. Les parlementaires communistes et Front de gauche ont déposé une proposition de loi pour renationaliser les concessions.
Aujourd'hui, les sociétés d'autoroutes font des bénéfices, mais ne réinvestissent pas tout dans l'entretien et la mise aux normes de nos sociétés d'autoroutes, mais le versent pour une grande part aux actionnaires de ces entreprises, de ces sociétés. Donc nous, c'est ce que nous contestons. En septembre, le gouvernement a annoncé un nouveau plan autoroutier, 1 milliard d'euros d'investissement qui sera financé par une nouvelle hausse des péages prévue en 2018. Dans l'actualité de ce jour, un corps a été retrouvé sur les pentes du Néron, c'est à l'entrée de Grenoble, c'était cet après-midi, c'est la CRS Alpes qui a fait cette découverte. Il s'agit d'un squelette en fait qui pourrait appartenir à une personne qui aurait disparu au printemps 2014. Le parcours du Tour de France 2017 sera dévoilé officiellement demain. Le départ sera donné, vous le savez, le 1er juillet à Düsseldorf en Allemagne. En attendant le jour J, rendez-vous sur notre site France 3 Alpes pour les rumeurs qui pourraient concerner les Alpes. À Grenoble, la votation citoyenne s'est achevée samedi dernier. Ce processus dit de démocratie locale était une promesse de campagne d'Éric Piolle, le maire. Une première lors de laquelle les Grenoblois devaient notamment se prononcer sur l'augmentation de la tarification des stationnements ou pas. Une première pour rien, puisque le quorum de votants fixé à 20 000 n'a pas été atteint. Les explications de Céline Aubert et Grégory Lespinasse. Les affiches sont encore bien présentes sur les murs de la mairie. Pour sa première votation citoyenne, la majorité n'est pas peu fière. Grenoble serait un exemple en Europe de démocratie participative. Pourtant, le résultat du vote ne sera pas pris en compte. Les pétitionnaires sont arrivés majoritaires, mais très largement en dessous du seuil des 20 000 signatures, puisqu'ils n'ont réalisé qu'un quart des 20 000 voix. Ce qui n'empêche que nous allons écouter les pétitionnaires, parce que ce que les personnes ont dit est important. Nous allons en tenir compte. En tenir compte sans pour autant abroger la délibération prise en juin dernier. Elle concerne l'augmentation du tarif des eurodateurs et du ticket résident. Une mesure écologique mais aussi budgétaire qui rapporterait dans les 3 millions d'euros à la ville. Cet été, cette décision a fait l'objet d'une pétition que la majorité a bien été forcée de soumettre au vote citoyen. Une méthode qui n'est pas du goût de l'opposition. C'est significatif d'un mode de gestion qui n'a rien de démocratique aujourd'hui. C'est un fait, chacun le reconnaît. On décide d'abord et contraint de débattre, on finit par débattre. Mais on décide de manière autoritaire et ensuite on verra. Non. Pour que la délibération soit abrogée, les votes contre devaient atteindre les 20 000, c'est-à-dire le nombre de personnes qui avaient voté pour Éric Piolle au municipal. Un seuil établi par la majorité, mais jamais voté et adopté en conseil municipal. Pour le CLUC, le comité des unions de quartier qui est à l'origine de la pétition, le nombre de bureaux de vote et leurs horaires d'ouverture ne permettaient pas d'atteindre ce quota. On ne peut pas nous demander à la fois de faire le même résultat que la liste municipale, enfin que la liste Piolle au municipal de 2014 et en même temps ne pas réunir les mêmes conditions électorales. Ça n'est pas possible, c'est totalement incohérent. Mais le CLUC ne désarme pas. Le comité demande à la majorité une révision de la délibération, mais uniquement sur le ticket résident. Voilà, il s'agirait donc de revoir la copie. Invité de ce journal des Alpes, Mathieu Chamussy, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes conseiller municipal Les Républicains, dans l'opposition vous aussi. Alors que vous inspire cette votation ? Écoutez, je crains malheureusement que cette majorité municipale ne se soit moquée des Grenoblois. Elle leur demande leur avis, ils le donnent et ils n'en tiennent pas compte. Vous voyez, moi je crois à la démocratie participative, je crois que c'est une belle idée et je crains que ce soit un formidable gâchis qui soit en train de se dérouler sous nos yeux. Parce que vous ne pouvez pas demander leur avis aux gens et ne pas en tenir compte. C'est comme ça qu'on nourrit le populisme et le rejet de la politique en général. En même temps, c'est une première. Il y a aussi un galop d'essai à faire pour que le principe s'instaure à l'avenir de manière plus sûre, sur les chiffres notamment, les fameuses participations des 20 000. Non mais tout le monde savait que ce seuil ne serait pas atteint. Ça a été très bien expliqué dans votre reportage. Les conditions d'organisation n'étaient pas les mêmes. Il y avait d'ailleurs un véritable folklore, dans le meilleur des cas, autour de ce scrutin. Pas d'émargement, pas de liste électorale, des heures d'ouverture des bureaux de vote différentes selon les lieux et selon les jours, plus de bureaux ouverts en semaine
que le samedi, le jour où il y avait potentiellement le plus d'électeurs possible. Donc la démocratie, selon Éric Piolle, c'est un petit peu Tintin au pays des soviets, hein, quand même. Êtes-vous allé voter vous-même? Moi, j'avais expliqué, j'avais dénoncé, nous avions dénoncé les conditions d'organisation de cette consultation, et donc évidemment, nous n'allions pas la cautionner. Il n'en demeure pas moins qu'il y a un résultat, il est massif. 2/3 des votants ont dénoncé les conditions de l'augmentation des tarifs. Rappelons-nous, aucune concertation, contrairement aux engagements électoraux d'Éric Piolle, et puis une augmentation massive. Donc les 2/3 de votants se sont exprimés de ce point de vue-là. On ne peut pas faire comme si de rien n'était. Éric Piolle a aujourd'hui un problème de légitimité. Il doit donner aux Grenoblois le pouvoir de décider en la matière. Alors, il y avait le problème du stationnement, il y avait aussi 26 budgets participatifs qui ont été votés, enfin à voter, 7000 votants pour 13 projets retenus. Là aussi, vous êtes contre le principe? Ça peut marcher. Non, mais le principe, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais on voit bien que les conditions d'organisation avaient été mises en place de telle manière à ce que tout ça soit pipé. Et qu'on est en train d'une belle idée de faire un formidable gâchis et au fond de dire aux Grenoblois, vous voyez, on vous a demandé votre avis et puis maintenant, on vous fait un bras d'honneur. Moi, ce n'est pas ça ma conception de la démocratie. Donc il faut absolument que Éric Piolle tienne compte de la majorité qui vient de s'exprimer, c'est-à-dire qu'il faut un moratoire sur ces tarifs de stationnement. On vous dit qu'il ne le fera pas. Écoutez, ce n'est pas ce que j'ai entendu depuis 2 jours. Un moratoire sur ces tarifs de stationnement, un audit sur les finances de la ville, parce qu'on sait bien que tout ça, l'origine, c'est la situation dramatique des finances de la ville, et enfin, un référendum, projet contre projet, pour que les Grenoblois décident de l'avenir de leur ville. Et merci à vous d'être venu répondre à nos questions. Mathieu Chamussy, conseiller municipal des Républicains. Merci à vous. Ailleurs, dans la grande région Auvergne-Rhône-Alpes, nous partons à Tournon-sur-Saône, en Ardèche, où l'entreprise de construction de véhicules de loisirs Trigano recrute, grâce à la reprise du marché du camping-car notamment et de la caravane, après quelques années de disette. Vanessa Fize, Nicolas Ferraud. Des menuisiers, des plombiers, des électriciens, des peintres, des mécaniciens ou des conducteurs d'engins. L'entreprise Trigano à Tournon recrute depuis quelques mois en intérim sur tous ses profils. La crise s'éloigne, la production des camping-cars et caravanes a repris de la vigueur. Le niveau d'engagement de nos distributeurs et puis les salons qu'on vient de faire, qu'on est en train de faire, montrent qu'il y a une confiance retrouvée, qu'il y a une attente de la part des clients, que les gens sont optimistes. Donc on se met en ordre de marche. Depuis 2 ans, la baisse des taux d'intérêt, des carburants contribue à la reprise. Vu le contexte international, les vacanciers délestent aussi les destinations lointaines. Enfin, les seniors, premiers clients, sont toujours plus nombreux. Une partie des indicateurs laisse espérer aux jeunes recrutés une situation durable. Moi, ça fait déjà 1 an que je suis embauché, et puis ça n'arrête pas. Donc là, normalement, je pense que c'est la rentrée de janvier, pareil, il va y avoir encore des embauches. Septembre, il y avait eu des embauches, ça n'arrête pas. Moi, j'étais en CDD à partir du mois de juillet, avant les vacances. Et là, j'ai un contrat jusqu'au mois de mars, voire jusqu'au mois de mai. Je suis mécontent. C'est bien que ça recrute parce qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent du travail dans la région. Et du coup, grâce à ça, j'ai beaucoup de mes collègues et tout qui sont rentrés ici aussi. Et voilà. En 2014, après un plan social, on ne comptait plus sur le site que 550 salariés, intérimaires compris. On en dénombre aujourd'hui 810. Pour les syndicats, c'est une bonne nouvelle si les embauches continuent bien et sont pérennisées dans la mesure du possible. On a de grosses difficultés malheureusement à trouver de l'emploi intérimaire. C'est compliqué. Si le marché se maintient à ces niveaux-là, on souhaiterait que les fameux intérimaires, ce volant d'intérimaires qu'on a aujourd'hui, que le maximum de personnes soient pris en CDI. La centaine de nouveaux postes à pourvoir sont des contrats intérimaires qui courront dans un premier temps jusqu'au printemps. Les voitures électriques aussi ont la cote et il faudra toujours des mécaniciens pour les entretenir. À la Motte Servolex, dans l'agglomération de Chambéry, le centre de formation des apprentis de l'Airier, qui accueille 350 élèves spécialisés dans la mécanique, est en pleine mutation. Il se transforme en pôle d'excellence de l'automobile et de la mobilité durable. Jean-Christophe Solari, Dominique Semet. Le regard plongé sur un écran d'ordinateur, les mains propres, voici les mécaniciens de demain. En plein diagnostic de panne, d'injection. Ces voitures données par des constructeurs sont leurs outils de formation. Elles communiquent leurs données. Elles sont de la dernière génération. Et on a conscience qu'il y a quand même beaucoup de matériel. Il y a de l'argent derrière tout ça. Ça se voit et ça se sent. Ça fait du bien ? Ouais, c'est plutôt agréable. Ouais.
de savoir qu'il y a du matériel qui est mis en œuvre pour nous aider à progresser. Près de 14 millions d'euros ont été investis ici par l'État, la région et la profession dans le centre de formation pour apprentis de l'Herrier, de renommée nationale. Il est en passe de devenir un véritable pôle d'excellence automobile. On a plusieurs plateaux techniques, bien entendu ici, on a 8000 m² d'espace de formation aujourd'hui. Et effectivement, on a des plateaux techniques qui sont dédiés à toutes ces différentes technologies, l'électrique, l'hybride et d'autres demain. Des véhicules flambant neufs qui attendent d'être désossés pour livrer tous leurs secrets. 100% électriques ou hybrides, ils demandent des connaissances techniques très particulières. Elles valent de l'or sur le marché de l'emploi. C'est vraiment une force sur le marché du travail aujourd'hui en tant que technicien d'avoir cette formation pour les véhicules électriques. Et ça permet d'avoir une employabilité qui est de quasiment de 100% sur des postes bac. Et cette nouvelle technologie fait briller les yeux des mécanos. C'est l'avenir et puis ça peut être encore évolué. Depuis le temps que le moteur essence existe, l'évolution a été juste énorme. Donc là, on est juste au début de l'électrique, l'évolution sera énorme aussi. Des jeunes qui ont le sentiment rare d'être au bon endroit, au bon moment. En Savoie, toujours, il y a 30 ans, jour pour jour, Albertville obtenait l'organisation des Jeux d'hiver de 1992. Alors, que reste-t-il dans le cœur des Albertvillois de ce mouvement émouvant annoncé en grande pompe? C'était à Lausanne, souvenez-vous. La réponse avec Anne Diard et Didier Alban. J'étais pas ici, moi j'étais à Paris. Mais j'en ai entendu parler naturellement et je suis rentrée en temps et en heure pour assister aux Jeux Olympiques. Je pense qu'on était trop petits pour s'en rendre compte, mais c'est quelque chose qui nous a marqué, tous les gens de ma génération. J'étais à Aiseul à 2000, c'est là où j'ai entendu. C'était le mois d'octobre, novembre par là. J'ai entendu que Albertville qui était choisi, oui. Le 17 octobre 1986, Albertville. Albertville est choisi par le Comité international olympique pour organiser les 16e Jeux d'hiver. Dans toute la ville, c'est l'explosion de joie. On était tous contents, c'est sûr. C'était la grande fête. Une grande fête qui a donné le coup d'envoi d'un énorme chantier d'aménagement du territoire, avec le développement des infrastructures de transport, d'accueil, d'hébergement et de communication. Mon mari, qui est ingénieur de travaux publics, a eu donc un surcroît de travail et puis voilà. Donc ça fait des années de travaux pour l'entreprise. Moi, c'est surtout ça que je voyais à l'époque. Le souvenir, c'est déjà la déviation pour aller à Mouty dans les stations. Il y a déjà ça. En plus, il y a l'autoroute. En plus, la ville Albertville, c'était bien avancé. Ça nous est revenu cher, vous savez, ça a mis la ville dans... Bon, je dirais pas dans la mouise, mais enfin, c'est vrai que on dit toujours, depuis les Jeux, beaucoup de choses ont augmenté. Si le bilan financier des JO est critiqué par certains, la notoriété qu'ils ont apportée à la ville est planétaire. Aujourd'hui, l'ombre des 16 jours de Jeux et de leur grandiose cérémonie d'ouverture plane toujours sur la ville. Gros plan maintenant sur une discipline en vogue et qui se verrait bien olympique, la pole dance. Traditionnellement teintée d'érotisme, cette discipline est aussi très gymnique. Elle attire toujours plus de pratiquantes, mais aussi des pratiquants. En Isère, une dizaine d'écoles ont vu le jour. Allez, c'est parti les filles! Oubliez les préjugés, les clichés. Connue pour être l'apanage des stripteaseuses américaines des années 50, la pole dance est en fait apparue dans les cirques. Un passé sportif athlétique remis aujourd'hui au goût du jour. La pole dance est à la fois une danse et une discipline sportive. Aujourd'hui, on renie un petit peu le côté sexy qui a pu lui coller à la peau pendant quelques temps et on se rend compte que c'est vraiment une discipline sportive et également athlétique. Résultat, toujours plus d'adhérentes, 10 000 aujourd'hui en France. On va faire les pull-up crunch. Alors regarde, je te montre comment on se place. Tu vas te placer de profil à la barre, venir attraper la barre et monter tes genoux à la poitrine tout doucement et redescendre. Place-toi bien devant la barre, descends tes mains et monte les genoux à la poitrine. Très bien, et redescends doucement. Parfait, nickel. Sandrine, comment vous avez découvert la pole dance ? J'en ai discuté avec des amis et je cherchais quelque chose pour muscler mais en même temps de fun et voilà, du coup je tente la pole dance. Premier cours, ça vous plaît ? Ça me plaît, ouais. Avec 170 écoles en France, la pole dance est désormais un vrai phénomène. Aline, qu'est-ce qui vous plaît vous dans la pole dance ?
Moi je voulais faire de la gymnastique et de la danse, et là c'est un peu acrobatique, ça fait de la danse et puis ça fait les muscles, alors donc c'est sympa. C'est parfait. Au programme pour les plus confirmés, des spins, des tricks et des floorworks. Technique, la discipline a même désormais ses propres championnats de France. La pole dance, ça fait 4 ans que j'en fais et je vois de plus en plus d'adhérents et même des adhérentes qui pratiquent. Il y a tellement de personnes qui aiment qu'il y a des championnats de France qui existent. Je suis championne de France 2015. Alors désormais, forte de ce succès, certaines imaginent un destin plus grand. À l'image du patinage artistique, la pole dance se rêve discipline olympique. Et tout de suite, le premier volet d'une nouvelle série consacrée aux métiers d'art, des métiers dont certains sont appelés à disparaître, sculpteurs sur bois, tailleurs de pierre ou marqueteuses de paille. Tous sont exposés dans une boutique-galerie de Saint-Antoine-l'Abbaye en Isère. Surveillez ce reportage d'Isabelle Colbrand et Joël Sironi. Entre Mélissa et le village de Saint-Antoine-l'Abbaye, c'est une véritable histoire d'amour. Pas de hasard donc dans son installation ici, c'était il y a 4 ans. Les ateliers d'antan ont vite trouvé leur place. C'était la maison mère de l'ordre des Antonins, c'était un endroit où on soignait les gens, peu importe leurs conditions. Et du coup, le village a gardé cette énergie, qui est une énergie très très positive et qui m'a beaucoup attirée. C'est une énergie que je vais retrouver chez les artistes que j'expose, qui sont tous des créateurs de la région et qui notamment, pour une grande part d'entre eux, viennent sur le village de Saint-Antoine-l'Abbaye pour s'inspirer. Ils sont 25 artistes à exposer leurs œuvres, représentant une quinzaine de métiers d'art. Mélissa leur offre ce dont ils ont le plus besoin, un espace d'échange, de partage, un lieu où proposer leur création. Je sélectionne mes artistes avant tout sur l'humain. Je veux les rencontrer, je veux qu'ils me racontent leur histoire, pourquoi ils font ce métier, qu'est-ce qui les a amenés à ce métier et comment ils souhaitent l'exprimer, comment ils souhaitent, qu'est-ce qu'ils souhaitent dire en fait dans leur histoire. Il faut vraiment qu'ils aient un univers et une histoire à raconter. La philosophie de la jeune femme est très simple. Il s'agit de préserver les traditions et le patrimoine. Certains de ces métiers d'art risquant parfois de disparaître, faute de transmission des savoir-faire. J'ai créé la boutique notamment parce que j'ai vu beaucoup de créateurs qui étaient vraiment porteurs de savoir et gardiens du patrimoine vivant et qui en fait ont arrêté ou bien travaillaient très peu ou se remettaient à travailler dans des métiers alimentaires parce qu'ils n'arrivaient pas à vivre de leur travail, des métiers qui disparaissent et donc moi je ne peux pas me résoudre à ça. Avant d'ouvrir ses ateliers, cette historienne d'art travaillait pour le musée de Saint-Antoine. Une page s'est tournée. J'ai pris la décision d'arrêter de travailler pour des artistes morts avec des gros budgets et j'ai eu envie de travailler avec des artistes vivants pour lesquels il n'y a plus de subventions et d'aides et qui du coup ont besoin qu'on les accompagne parce que sinon les métiers disparaissent les uns après les autres et c'est le patrimoine vivant, c'est le patrimoine de demain. Un exemple de ce patrimoine vivant, Simon, que nous découvrirons demain. Un passionné lui aussi, et c'est en sculptant le bois qu'il fait jaillir ses œuvres. À suivre, les prévisions météo, puis l'édition nationale. Demain midi, le journal des Alpes avec Pauline Alao. Je vous retrouve demain soir, 19h. Bonne soirée à tous. À demain.